bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir ma chère Sonia. Bonsoir Laurence. Ravi de vous retrouver pour cette émission politique et sur nos antennes de CNews et Europe 1. Nous sommes ravis d'être ensemble avec vous pour La France en face, votre émission politique à l'approche des élections municipales. Des élections certes locales, mais qui vont donner le ton de la présidentielle qui est déjà dans toutes les têtes. Et sans doute aussi dans la tête de notre invitée ce soir. Elle est candidate au municipal à Paris, eurodéputée Reconquête. Bonsoir et bienvenue Sarah Knafo. Bonsoir mesdames. Merci d'être là et vous avez retrouvé votre voix depuis hier, ce qui explique que nous avions décalé cette émission. Absolument, j'ai la voix un peu cassée. J'ai fait un tour de moto d'1 heure avec un champion français, champion mondial même, qui s'appelle Philippe Monneret. Il m'a montré tout Paris pendant 1 heure et donc j'en ai attrapé une voix un peu cassée, mais je continue la campagne, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il monte. Une campagne exigeante, on le voit, physiquement et puis aussi évidemment sur le plan des idées. On va en parler. Sarah Knafo évoquait la bataille déjà très vive pour la capitale, mais aussi interroger votre vision des grands sujets et des grands défis pour notre pays. Alors Sarah Knafo, vous avez annoncé votre candidature à la mairie de Paris il y a tout juste 3 semaines. Sur la forme, vous avez choisi de faire une campagne positive avec un slogan et un univers visuel joyeux pour une ville heureuse. Pourquoi ce choix en opposition au fond avec les difficultés que connaissent les Parisiens mais que connaissent aussi les Français? Est-ce un clin d'œil, un hommage caché à Alain Juppé et son identité heureuse? Alors pas du tout, je vous avoue que je n'avais pas pensé à Alain Juppé, je ne sais pas qui pense encore à Alain Juppé aujourd'hui. Ce à quoi j'ai pensé, c'est aux Parisiens, et aux Français en général d'ailleurs, qui maintenant connaissent les problèmes qu'ils vivent. Ils n'ont plus besoin de politiciens qui viennent leur apprendre leurs problèmes. Leurs problèmes, ils les connaissent. Moi, je considère aujourd'hui que si je suis payée avec de l'argent public, c'est parce que mon rôle, c'est de trouver des solutions pour les gens, de leur montrer le soleil au bout du tunnel. On sait qu'on est dans le tunnel. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est de lutter contre cette fatalité. Ce sentiment que finalement, en France, ce serait fichu, qu'il faut trouver des solutions de secours, qu'il faut partir quand on aime ses enfants, qu'il faut même quitter la France parfois. Vous le savez, il y a 200 000 Parisiens qui ont quitté Paris ces 20 dernières années. Pour moi, c'est ça la tragédie. Mais aujourd'hui, cette tragédie, on la connaît. On l'a analysée, le constat, on l'a fait. Je pense qu'Éric Zemmour a beaucoup contribué à cette lucidité française sur tous nos problèmes. On passe aujourd'hui à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape des solutions. Comment faire pour retrouver une ville heureuse aujourd'hui et demain un pays heureux. Et pas seulement qu'à Paris, dans de nombreuses villes de France aussi, c'est le cas. Exactement. Les centres-villes se vident aussi, partout. Paris est la vitrine de la France. C'est la vitrine des échecs nationaux. Ce qui se passe à Paris aujourd'hui représente en petit, à l'échelle d'une ville qui est la capitale, ce qui se passe dans toute la France. Donc, ce que je vais appliquer à Paris, j'espère, quand j'aurai gagné la mairie, à partir du 23 mars, c'est la recette qu'on pourra appliquer à la France tout entière. J'espère que ce sera un laboratoire et que tout le monde se dira « voilà ce qu'est une ville heureuse, c'est ce qu'on veut pour tout le pays demain ». Alors, la ville heureuse, mais la campagne est-elle heureuse? On peut se poser la question tant les attaques sont virulentes. En tous les cas, ça démarre sur les chapeaux de roue. Le candidat de la gauche hors LFI, Emmanuel Grégoire, a dénoncé, Sarah Knafo, sur notre antenne lors de la grande interview. La réalité, a-t-il dit, de ce que vous êtes, à savoir une candidate d'extrême droite. Et récemment, Rachida Dati a fustigé vos idées communes avec Éric Zemmour, lançant ceci, je cite, « Quelqu'un qui est raciste, qui dit qu'on grand remplace, qui dit que ma fille n'est pas légitime, qui s'en prend au prénom Zora de ma fille. Comment voulez-vous vous entendre là-dessus ?» Que lui répondez-vous à ce sujet? D'abord, vous commencez la question avec le fait que les autres m'attaquent. Je vais vous avouer qu'être attaqué par la gauche, c'est pour moi la preuve que je fais bien mon travail. Si la gauche me considère comme une menace, et d'ailleurs notez qu'ils m'ont plus attaqué moi en 3 semaines de campagne qu'ils n'ont attaqué tous les autres candidats de droite. Ça montre qu'ils ont compris qui était leur véritable adversaire. Et ça, je peux m'en réjouir. Ils n'ont jamais ménagé Rachida Dati. Et je m'en réjouis. Ils n'ont jamais ménagé Madame Dati. Comptez leurs tweets. Rima Hassan a tweeté 10 fois contre moi le jour de mon annonce de candidature. Moi, j'y vois un signe. C'est d'ailleurs la première fois que Madame s'intéresse à la politique nationale. On pourrait m'attribuer ce succès puisque maintenant la gauche s'y intéresse. Et c'est tant mieux. Pour ce qui est des autres attaques, je considère qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Vous m'avez cité des gens de gauche et puis ensuite vous m'avez cité une candidate de droite. Rachida Dati en l'occurrence. Oui. Demain, on aura tous besoin les uns des autres pour gagner Vous lui Paris. dites à bon entendeur, attention, vous aurez besoin de moi, ne commencez pas ainsi la campagne. Je dis n'insultons pas l'avenir. J'ai répété le premier jour, lorsque j'ai annoncé ma candidature au JT de TF1, le premier jour j'ai dit je ne serai jamais celle qui fera perdre la droite. La droite doit gagner à Paris. Donc vous ferez barrage à la gauche, quoi qu'il arrive. J'espère que les autres ne feront pas perdre la droite, parce qu'on doit reprendre cette mairie. Ça fait 25 ans que la mairie est dirigée par des socialistes. On en voit les effets concrets sur nos vies. La ville est sale, la ville est dangereuse, mais sur le fond des la ville est insalubre. On doit reprendre cette ville. Sarah Knafo, il vous renvoie une étiquette à répondre au fond des attaques. Alors je vais répondre sur un mot sur l'extrême droite parce qu'il est inadmissible pour moi. Eu égard à mon histoire, eu égard à mes engagements. J'ai été, moi, adhérente à l'UMP. C'est ça mon premier engagement politique.
J'ai cru en Nicolas Sarkozy, comme beaucoup d'autres dans ma génération. C'est mon engagement. Je suis une gaulliste. Ceux qui m'ont formée, c'est Marie-France Garot. C'est ça l'extrême droite. Aujourd'hui, dans cette campagne, je suis la seule à dire que je vais gouverner Paris comme on gouverne la Suisse, c'est-à-dire par référendum. C'est ça l'extrême droite. Vous savez combien de référendums a fait Mussolini, par exemple, quand on traite les gens de fachos? 0. Moi, je veux faire des référendums Ils font référence réguliers. aux thèmes qui sont portés habituellement par Reconquête. Et je pense que Rachida Dati et d'autres font référence évidemment aux théories du grand remplacement ou encore... Alors, si on fait référence à l'immigration... Vous les assumez, ces thèmes, dans la campagne? C'est ce que j'allais vous dire. Parlons-en, il faut assumer ces thèmes. Aujourd'hui, le thème de l'immigration, c'est le thème le plus consensuel parmi le peuple français. Vous avez même des majorités à gauche, c'est-à-dire des électeurs LFI, PS à 52-54% qui estiment qu'on a trop accueilli, qu'il faut réserver les aides sociales non contributives aux Français. C'est le thème le plus consensuel parmi la population française et paradoxalement, c'est le plus clivant parmi la classe politique et médiatique. Mais pas chez les électeurs. Il y a une vraie déconnexion, mais pas chez les électeurs, exactement. Donc ce thème-là, on ne peut pas dire qu'il est d'extrême droite. Sinon, la France entière est d'extrême droite. Sinon, la gauche social-démocrate danoise et d'extrême droite. Et vous voyez bien le paradoxe. Tous les pays normaux sont fermes sur les sujets migratoires. Ça n'est absolument pas l'extrême droite. Tout ça, ce sont des attaques obsolètes. Et je montrerai au fur et à mesure de ma campagne et de mon engagement politique que ça n'a plus lieu d'être. Juste avant d'évoquer vraiment le sujet migration auquel on va consacrer un peu de temps, j'aimerais qu'on écoute Michel, retraité. C'est le principe de notre émission. La France en face, des téléspectateurs, des auditeurs qui vous posent une question. Là, il vous questionne sur le fait de pourquoi voter pour vous plutôt que pour Rachida Dati. Écoutez-le. D'accord. Je m'appelle Michel, je suis jeune retraité et je voudrais en fait savoir qu'est-ce qui me porterait à voter plutôt pour vous que pour effectivement Rachida Dati pour les prochaines municipales. Alors, pourquoi voter pour vous plutôt que pour Rachida Dati? D'abord parce que j'ai le meilleur programme. Je suis la seule candidate à cette élection à avoir publié un programme de 130 pages. J'ai d'ailleurs amené avec moi, puisque c'est visuel, il fait 130 pages. C'est le programme le plus chiffré, le plus construit, le plus innovant. Chaque candidat nous dit la même chose. Ils ne peuvent pas vous dire la même chose, Madame Mabrouk, parce que les autres candidats n'ont pas de programme. Et j'invite les gens qui nous écoutent... Vous estimez qu'ils n'en ont pas? Non, c'est pas une estimation, ce sont des faits. J'invite les gens qui nous écoutent à aller sur les sites de campagne de tous les autres candidats. Ils iront vérifier par eux-mêmes que personne n'a publié de programme complet. Que font-ils depuis le début de cette campagne? Au fil de l'eau, quand vous avez une actualité, ils publient ça et là, 4 mesures, 3 mesures, ils s'adaptent à l'actualité. Personne dans cette campagne n'a publié de programme complet, c'est un fait. Il se trouve que je suis la dernière à m'être présentée à cette élection et la seule à avoir publié un programme complet. Il se trouve encore que ça fait maintenant des années, pour certains plus d'une décennie, qu'ils sont payés avec de l'argent public des Parisiens, ces gens-là, qui se targuent de leurs expériences. Et pourtant, personne n'a publié un programme. Mais sur le fond, que répondez-vous à ce citoyen qui vous dit Rachida Dati, c'est le vote utile? Au fond, pourquoi? Pour faire gagner la droite, on passerait d'abord par Sarah Knafo? Il a raison, il faut choisir le vote utile. Mais le vote utile, pourquoi? Le vote utile pour soi-même, le vote utile pour sa famille. J'ai 130 pages de programme avec des mesures qui sont toutes utiles. Et on va en parler. Je propose 10 milliards d'économies à horizon 10 ans. La deuxième personnalité qui propose des économies, vous avez cité Rachida Dati, elle propose 600 millions à la même échéance que moi, c'est-à-dire moins d'1% des dépenses de la ville. Lucide. Le service de la dette, c'est 500 millions d'euros par an. Est-ce que c'est lucide de dire qu'on ne va faire que 600 millions d'économies sur 10 ans? C'est déraisonnable. C'est déraisonnable. La voie que je propose est la seule voie raisonnable. Aucun des autres candidats. Oui, vous êtes la candidate de la raison? Ah bah oui, c'est clair que la voie raisonnable, qui est celle de désendetter Paris, je suis la seule à le proposer. Pourtant, Rachida Dati a une expérience à Paris. Emmanuel Grégoire a été... Alors, je connais cette théorie, comme on dit dans OSS 117. Adjoint Vous savez qui a le plus d'expérience à la tête de la ville de Paris? C'est Anne Hidalgo. Elle est restée 12 ans, maire de Paris. Est-ce que vous croyez que cette expérience a été utile aux Parisiens? À l'inverse, si j'étais audacieuse, je vous dirais qu'avant d'avoir été président de la République, le général de Gaulle n'avait jamais été président de la République. Et je pense qu'il a été un meilleur président de la République que François Mitterrand, qui est revenu après 7 ans d'expérience. Moi, j'ai une expérience. J'ai été magistrate à la Cour des comptes. Je sais m'occuper des comptes publics. Aujourd'hui, la ville de Paris a besoin de ça. J'ai travaillé dans des préfectures. Je sais rétablir l'ordre dans la rue. J'ai travaillé avec des policiers, avec la police aux frontières. Cette expérience, je veux la mettre tout entière au service des Parisiens. J'ai aussi beaucoup à apprendre. Je ne viens pas vous dire que du haut de mes 32 ans, je sais déjà tout. C'est d'ailleurs pour cette raison que je travaille avec à mes côtés des ingénieurs en travaux publics, des directeurs de crèches qui m'ont aidé à construire mon programme, avec des commissaires de police, avec des militaires. Et d'ailleurs, ce soir, je fais un appel à toutes les bonnes volontés. Je ne leur demande pas de s'encarter chez Reconquête. Je ne leur demande pas de devenir des militants d'un parti. S'ils veulent venir construire avec moi
le Paris heureux qu'on appelle tous de nos voeux, ils peuvent aller sur jesuiscandidat.fr et me rejoindre pour ce combat magnifique. Sarah Knafo, ce que vous proposez donc aux Parisiens, c'est du sang et des larmes. C'est des coupes claires dans tous les budgets. Vous réduisez à la serpe, en réalité, les budgets de la mairie de Paris. Ne parlez pas comme France Inter sur CNews quand même. Voyons. Il y a de la marge, Madame Knafo. Il y a de la marge. C'est de réduire les gabegies qui les volent. C'est ça ce que je leur propose. C'est pas de couper dans leur service public. C'est au contraire de dire on va arrêter avec ce détournement d'argent public, de gens qui augmentent les impôts des Parisiens. Je vous donne un exemple. L'année dernière, Madame Hidalgo a augmenté la taxe foncière en moyenne de 60%. Est-ce qu'un seul Parisien qui nous écoute a vu l'amélioration d'un quelconque service public municipal ? Évidemment non. En bon français, ça s'appelle du vol. Cet argent, je vais le rendre aux Parisiens. Je vais diviser la taxe foncière par 2. Je vais leur rendre ce que Madame Hidalgo leur a volé l'an dernier. Je vais couper dans la gabegie. Je vais couper dans toutes ces dépenses qui sont aujourd'hui néfastes. On va rentrer dans ces détails. Encore un mot avant d'élargir aussi sur la vision, évidemment, au-delà de Paris. Dans les sondages, vous arrivez à un seuil qui est crucial, qui est celui des 10%. Vous pouvez donc potentiellement, Sarah Knafo, être une faiseuse de roi ou de reine à Paris. On comprend quand malgré tout, vous êtes en train de ne pas attaquer directement, frontalement Rachida Dati, qui est ministre d'Emmanuel Macron, alors qu'au Reconquête, ou Éric Zemmour, par exemple, se montre assez rude, peut-être lucide, avec Bruno Retailleau, parce qu'il a été ministre d'Emmanuel Macron. Comment vous expliquez finalement cette vision à géométrie variable de deux ministres ? On a raison d'être rude quand on voit l'état du pays, plus 1300 milliards de dettes. Aujourd'hui, on voit que les chiffres de l'immigration sont plus hauts que jamais, que sous M. Retailleau, on a accueilli 50% de plus que sous M. Castaner, un socialiste. On a raison d'être rude. C'est la vérité qui compte avant tout. Ce que je dis pour cette campagne municipale à Paris, c'est qu'on aura tous besoin les uns des autres. Quand je serai en tête, et j'espère que je le serai, je tendrai la main à tout le reste de la droite. Au RN notamment ? Bien sûr. À M. Bargnani ? Bien sûr. Qui a déjà dit qu'il pourrait rejoindre Mme Dati ? Très bien. Et même à M. Bournazel. Donc je tendrai la main à Mme Dati, c'est une évidence. On a tous besoin les uns des autres. Et quand on est haut, il ne faut pas avoir le complexe de supériorité du plus fort qu'il croit qu'il peut gagner tout seul. Aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres, c'est très clair. Personne ne peut gagner tout seul. Moi, ce que je vous dis, c'est que ma candidature est la meilleure. C'est évident, sinon je ne me présenterai pas. Je ne suis pas là pour amuser la galerie, je ne suis pas là pour passer à la télévision. Je passais déjà beaucoup à la télévision avant la campagne municipale de Paris. Je ne suis pas là pour me désister ou quoi que ce soit. Je lis parfois dans la presse des folies. Moi, je suis là pour gagner la ville de Paris. Pardonnez-moi, mais la question se posera. Malgré tout, au seuil de second tour, si vous voulez vraiment faire gagner la droite, la question se posera. La question de l'alliance se posera, vous avez raison. Oui. La question de l'alliance se posera. Ça, c'est la question qui se posera. Et là, il faudra donc que tout le monde... vous ne désisterez pas, quoi qu'il arrive Mais je ne suis pas là pour me désister, voyons. Quoi qu'il arrive. Alors ça me rappelle quelque chose. C'est bien parce que là, on enregistre Magnéto et on verra cela. La dernière fois qu'on a posé cette question à un candidat, en tout cas si loin que je me souvienne, c'était Arlette Chabot qui demandait à Jacques Chirac « Pourquoi est-ce que vous ne vous désistez pas pour que M. Balladur gagne ?» La réponse refusée. Résultat, c'est Jacques Chirac qui est devenu président de la République. Oui, donc on verra le soir du premier tour à qui vous poserez cette question, Madame Mabrouk. Je suis là aujourd'hui pour gagner. Je veux gagner la ville de Paris, je veux être maire de Paris. Je vais même vous dire, je veux être la meilleure maire que Paris ait connue. Beaucoup de superlatifs. Voilà. Une question encore d'une téléspectatrice qui vous questionne sur le voile, sur le port du voile. Elle est aide-soignante. Écoutez sa question. Alors, je me présente, je m'appelle Elžbieta Haddad, alors je suis aide-soignante et je voulais savoir pourquoi le port du voile était un problème en France dans cette société d'aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de mixité et beaucoup de choses qui devraient être acceptées aujourd'hui en France. Voilà. Votre réponse, Sarah Knafo? Ma réponse, c'est que le port du voile en France est un problème pour deux raisons. Premièrement, pour la vision que nous, les Français, nous faisons de la liberté des femmes. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai côtoyé beaucoup de filles qui étaient voilées par obligation et qui me disaient « on attend, on appelle de nos vœux le jour où l'État interdira enfin le voile, comme ça nous donnera la raison de braver l'autorité de nos grands frères. » Dans tout l'espace public? Oui, dans Parce qu'elles vous ont demandé directement? Dans tout l'espace public. Et qui me disait, ça nous permettra enfin de braver l'autorité de nos grands frères qui nous imposent le voile, de nos petits copains qui nous imposent le voile parce qu'ils veulent que les hommes ne nous regardent pas. Et elle me disait, le jour où ce sera interdit, le jour où on devra payer une amende quand on aura notre voile, là, on pourra tenir tête et leur dire, eh ben non, je peux plus mettre le voile. Première chose, c'est la liberté des femmes. La deuxième raison, elle est évidemment culturelle et civilisationnelle. C'est qu'il ne s'agit pas de lutter contre l'islam, de lutter contre les musulmans. Il s'agit de lutter contre l'islamisation du pays. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de pays maghrébins, de pays musulmans, ma famille en fait partie, et ils savent pourquoi ils sont venus en France.
Ils ont trouvé ici un espace de liberté magnifique, où les hommes et les femmes sont au café en même temps, où les femmes sortent le soir, où l'homme respecte la femme. On parle de Paris. Tout le monde sait que la Parisienne, c'est une femme libre, c'est une femme qui veut mettre des mini-jupes, qui veut sortir le soir en Elle talons, ne peut qui n'a pas pas envie porter le d'avoir voile peur, et être libre. Manifestement non. Vous le Vous savez, êtes le sûr voile est une obligation. Vous pouvez sonder le voile est cœur un et les symbole reins de chaque femme. de soumission. C'est pas Pour sonder toutes le les cœur femmes et les reins, c'est juste lire cette Pour obligation toutes les telle femmes, qu'elle est. pour vous, Sarah Knafo? Ah oui, ce voile symbolise la soumission de la femme, non pas seulement à Dieu, mais à l'homme qui voile sa femme. C'est pour ça qu'à mes yeux, en France, ça ne correspond pas à l'image qu'on se fait de la liberté des femmes. Je veux que les femmes françaises soient toutes, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur religion, des femmes libres. On va passer à la deuxième partie. Sarah Knafo, il est 21h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk, pour vous interroger sur votre vision de la lutte contre l'insécurité, votre vision du maintien de l'ordre dans une ville. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé aux États-Unis, à Minneapolis, avec les méthodes de la police anti-immigration. Vous avez dit clairement ne pas vouloir vous inspirer de telles méthodes, tout en étant très ferme sur l'interpellation des clandestins. Comment est-ce que vous allez concilier la fermeté et le respect des lois? Alors, première chose, on n'a pas besoin d'imiter Trump sur la police ICE. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a une police exceptionnelle qui s'appelle la PAF, la police aux frontières. Il se trouve que j'ai travaillé avec eux. Je vous parlais tout à l'heure des fois où j'ai travaillé en préfecture en lien avec eux. On a une police aux frontières qui est exceptionnelle. Ils arrivent tous les jours à interpeller des clandestins, des fameux OQTF. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de tragédie, ça peut arriver, on n'est pas à l'abri, mais pour l'instant, on n'entend pas de telles tragédies. Donc ils le font très bien, en respectant les règles, ils sont civilisés, ce sont des policiers français. Moi, je ne suis pas LFI, donc je vous dirais qu'ils font très bien leur travail de nous protéger. Où est-ce que le bas blesse ensuite? Une fois qu'ils les arrêtent, ils les mettent dans des centres de rétention administratifs. Et à partir de là, le problème commence. Les associations déposent en permanence des recours pour libérer ces clandestins et les pays d'origine refusent de délivrer les fameux laissez-passer consulaires qui permettraient à la France de renvoyer ces migrants clandestins dans leur pays. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'a fait Donald Trump qui pourrait nous inspirer? Pas sa police, pas ses méthodes policières, je vous ai dit on a les nôtres. C'est ce qu'il a fait avec la Colombie. À peine arrivé, quand il est devenu président des États-Unis, tout de suite il a dit je veux renvoyer 10 000 criminels colombiens. La Colombie a dit on ne les reprend pas, ils sont trop dangereux. Donald Trump, 2 heures plus tard, a dit ah vous voulez pas les reprendre? Plus de visa, je coupe l'aide au développement. Politique de réciprocité que vous voulez faire. Mais les États-Unis, est-ce que vous comparez la puissance américaine avec la puissance française? Je pense que pour être crédible, pour être craint, d'ailleurs, comme l'a dit Emmanuel Macron, il faut être puissant. Est-ce que vous estimez que la France est suffisamment puissante pour imposer une telle politique comme l'a fait Donald Trump? Macron, qui nous a condamnés à l'impuissance, en sait quelque chose sur cette phrase. Comment serez-vous puissante à la tête d'une France qui ne l'est pas? Je vous réponds sur la question des OQTF. On est paradoxalement beaucoup plus puissants, nous, vis-à-vis d'un pays comme l'Algérie, que ne le sont les États-Unis vis-à-vis d'un pays comme la Colombie. Pourquoi? Parce que l'histoire a créé des liens entre nous. Vous avez aujourd'hui toute l'élite algérienne qui vient se faire soigner dans nos hôpitaux, qui envoie ses enfants à l'université française, qui a des biens en France, qui a des avoirs en France. Donc nos moyens de pression sont colossaux. Ils sont bien plus grands, paradoxalement, que les moyens de pression des États-Unis sur la Colombie. Si demain, on disait à l'Algérie, à partir de maintenant, vous ne reprenez pas vos clandestins qui sont parfois des bombes sur pattes. Plus de visa. Vos enfants ne viendront plus à la Sorbonne ou ailleurs. Plus de visa pour tout le monde, pour les étudiants, pour ceux qui viennent voir leur famille, pour les hommes et les femmes d'affaires, pour tout le monde. Quand il s'agit des clandestins les plus dangereux, eux, c'est pour tout le monde. Donc il faut qu'on soit prêt à dire la même chose en face. Mais je vous prends le pari que le jour où la France dira ça, avec une personne ferme à la tête de l'État français, on n'aura même pas besoin de mettre en œuvre cette menace que déjà... ils nous reprendront ces clandestins. Alors justement, puisque là vous affichez une... Donc vous nous disiez c'est 100% des OQTF avec vous qui seraient exécutés. Je l'espère, encore heureux. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui c'est moins de 10%. C'est-à-dire qu'on a une politique publique qui a 90% d'échecs. Mais vous prendriez l'engagement de 100% d'OQTF exécutés? Emmanuel Macron l'a fait en 2019. Emmanuel Macron l'avait fait, ça lui a pas porté bonheur. Moi je suis toujours pragmatique. Je dis on va tout faire pour. Évidemment, on a des moyens de pression qui sont colossaux. Si déjà on augmente jusqu'à 90% d'OQTF réalisés, je pense qu'on méritera notre statut sur la place de la Concorde. Donc le jour où une personnalité ferme arrive à la tête de l'État, et j'espère que ce sera nous, ce jour-là, croyez-moi, on n'aura même pas besoin de mettre en exécution ce plan. Tout de suite, les pays comprendront qu'ils ont pour une fois en face d'eux on note que vous des dites Français nous, qui ne sont pas des arriver à la serpillères. tête de l'État, généralement on arrive tout seul, mais on en parlera. En attendant, les maires de France continuent à être face aux contradictions bien françaises. Le maire de Chécy en Seine-et-Marne, Olivier Bourgeot, qui refuse de marier un individu sous OQTF d'origine algérienne, se voit contraint sous astreinte financière
de le faire. On est dans des situations absolument ubuesques. Qu'est-ce qui va se passer pour ces mères? Ils vont continuer à être obligés de marier des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Donc on est dans un pays où un clandestin qui a violé nos lois, par définition, être clandestin, c'est être hors la loi, donc il est venu sur notre sol, ou alors il y est resté de manière clandestine, illégale, où un clandestin a le droit de se marier, et où ce sont les maires qui doivent avoir peur de refuser de les marier. Vous savez que le maire est officier d'état civil, donc on a des clandestins qui osent se pointer devant un officier d'état civil et réclamer pour leurs droits. On vit dans un pays où ils ont le droit d'aller à l'université. Ils travaillent aussi. Ils travaillent. Enfin, c'est quand même aberrant. Vous avez des honnêtes gens. C'est aberrant qu'ils travaillent. C'est aberrant, dans la restauration, des OQTF, tous les et le autres droit domaines. de travailler. Leur seul droit, ça devrait être d'être expulsé. Ou alors on est dans un pays où on dit que la loi ne vaut plus rien. Mais on a les mêmes personnes qui toute la journée nous parlent d'état de droit. Alors comment se dire qu'aujourd'hui dans notre pays, être hors la loi, ça n'implique rien de punitif? Leur seul droit, c'est celui d'être expulsé. Je pense que c'est logique pour tous ceux qui nous écoutent. Ce qui est plutôt choquant, c'est d'apprendre le nombre de droits qu'ils ont aujourd'hui en France. On devrait les renvoyer dans leur pays, tout simplement parce qu'ils ont violé nos lois. Et donc, à vous entendre, évidemment, un étranger en situation irrégulière ne doit pas pouvoir se marier en France. Écoutez la question d'Abraham, autre citoyen qui vous interroge. Il est chef d'orchestre et il vous interroge plus largement, Sarah Knafo, sur votre volonté, sur votre volontarisme affiché et assumé ce soir. Très bien. Bonjour Madame Knafo, Abraham, 61 ans, je suis chef d'orchestre à Paris. Une question pour vous. Est-ce que vous serez capable, si vous accédez à un pouvoir quelconque, de réellement appliquer ce que vous dites et d'appliquer vos promesses? Ou alors est-ce que vous allez être dans le blabla comme la plupart de tous ces hommes politiciens qui, avant d'accéder au pouvoir, nous promettent beaucoup de choses et n'en donnent à peine la moitié, voire un quart, voire rien du tout? Voilà la faisabilité de vos promesses. C'est la vraie question. Il a un très beau prénom, ce monsieur. Je le dis, je m'appelle Sarah, donc Abraham, forcément, ça crée des liens. C'est la bonne question. Et personnellement, c'est la question qui m'obsède. Ma passion, ce sont les solutions. La méthode, la rigueur, comment est-ce qu'on construit des mesures. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai un programme qui est si étoffé, alors que personne d'autre, je l'aurais dit, n'a fait l'effort de le faire. La question qui m'obsède, c'est pas la conquête du pouvoir, c'est l'exercice du pouvoir. Comment on fait au lendemain d'une victoire? Ce qui m'intéresse aujourd'hui, par exemple, ça n'est pas le 22 mars, c'est la date du second tour de l'élection municipale, c'est le 23 mars. Je veux dire, vous avez déjà des 23 mesures à mars, mettre en place le 23 mars. Exactement. Ce que j'essaye de faire en permanence, c'est de réfléchir à la manière dont on va appliquer un programme. Et pas juste, comme il le dit très justement, des promesses, du blabla, on aimerait faire ceci, on aimerait faire cela, jamais le début d'un chiffrage, jamais le début d'une idée de la manière de gouverner. Si je vous prends un exemple entre Trump 2016 et Trump 2024, ce qui m'a beaucoup frappé dans la différence, et pour le coup j'étais sur place pour l'observer, c'est qu'en 2016, Trump n'a été obsédé que par la conquête. Il n'a réfléchi qu'à ça. Il a fait de la politique comme un politicien, et puis après le lendemain il est arrivé, et soudain il s'est retrouvé presque dans le vide en se demandant mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc j'estime qu'il n'a pas réussi son premier mandat comme ses promesses le laissaient augurer. À l'inverse, en 2024, il avait réfléchi pendant 4 ans à avec qui je gouverne, selon quels indicateurs de résultats est-ce qu'on pourra juger mon action. Comment je fais la première semaine, le premier mois, la première année? Moi, ce sont les questions que je me pose, un peu comme un chef d'entreprise. Lui, il sait qu'il est évalué sur le résultat. C'est votre modèle, en fait. C'est pas seulement une obligation de moyens. L'entreprise, c'est mon modèle. Non, Donald Trump. Ce raisonnement, quand on échoue... C'est votre modèle, non, c'est pas mon modèle Donald Trump. Moi, j'ai plusieurs cas d'école que j'étudie. Pas forcément Donald Trump. Je peux vous citer, si je dois chercher un modèle, je vous dirais Jacques Rueff, qui en 58 arrive à redresser le pays avec le général de Gaulle. Et là... Et avec une efficacité, effectivement, redoutable. Hors norme. Et alors là, pour répondre à monsieur, je finis juste sur cette phrase. Quand Jacques Rueff et le général de Gaulle arrivent en 1958, la France est non seulement en pleine guerre d'Algérie, mais on est aussi à l'état de banqueroute. Mais c'est intéressant aujourd'hui, que tout le monde le général de Gaulle. Aujourd'hui, tout le monde l'oublie, Aujourd'hui, tout le monde l'oublie qu'on était à l'état de banqueroute parce que 6 mois plus tard, c'était résolu. On était reparti à la croissance. Comment on a fait? Jacques Rueff a fait un plan d'économie sur le budget de l'État de 14% en 6 mois. Il a réussi à intéresser les Français au travail. Le général de Gaulle a dit aux Français, non pas sacrifiez-vous, mais retroussez-vous les manches et nous allons ensemble réussir à construire le pays de Rueff le plus prospère de Gaulle, du monde. elle est évidente pour nous tous et ceux qui nous regardent. Est-ce que vous la comparez à une efficacité trumpienne? J'ai vu récemment chez nos confrères du Figaro qu'Éric Zemmour faisait ce lien entre Donald Trump et la méthode gaullienne, voire gaulliste. Vous faites ce parallèle? Il est un peu difficile à comprendre pour nous. Pouvez nous l'expliquer? Alors, on a trop de respect, Éric Zemmour et moi, pour dire que Trump égale de Gaulle. En revanche, dans ce qui peut rapprocher les deux, dans ce qu'il disait dans cette interview du Figaro, c'est le fait que ces deux-là
ont remis la politique au goût du jour. C'est-à-dire Pas de qu'avec la le même général méthode, de Gaulle en respectant les institutions totalement et Donald Trump parfois en s'asseyant sur ces mêmes en étant totalement différent et sur 1000 autres points que ceux que vous avez cités, et je vous l'accorde. Ce qu'il y a de frappant, c'est le désintérêt, la perte de confiance dans toute la classe politique. Et Abraham nous l'a dit tout à l'heure, et il a raison. On se demande si quelqu'un pourra un jour appliquer ses promesses. On a un peu l'impression que les politiciens ne servent plus à rien. C'est triste de le dire, mais regardez-nous depuis 2022. On est en 2026, on a le sentiment qu'il n'y a pas une mouche qui vole en France. Il ne s'est rien passé. Pas de réforme, pas de mesures. La seule chose qu'on a fait, c'est de revenir sur une réforme qui avait été prise. Est-ce que vous avez une baguette magique? Parce qu'il y a le Conseil d'État, il y a le Conseil constitutionnel, il y a l'Europe, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que vous allez avoir... J'ai une baguette magique, elle s'appelle le peuple. Elle s'appelle le référendum. Ça passe donc par le référendum. Ça, c'est une vraie baguette magique par rapport à tout ce que vous avez cité, à savoir le contournement de la volonté populaire par aujourd'hui 9 juges, des personnes non élues. Moi, je suis une grande partisane de l'état de droit, j'ai enseigné le droit constitutionnel à Sciences Po. Je ne vous dis pas qu'on peut s'asseoir sur les règles, mais quand on voit que ces gens rendent leurs décisions avec écrit en en-tête au nom du peuple français, et qu'ils passent leur temps à rendre des décisions qui contreviennent non seulement aux intérêts du peuple français, mais à leur volonté qu'ils expriment à de multiples reprises dans les urnes, dans les enquêtes d'opinion, dans la rue et partout. Ça n'est plus la démocratie. Moi, je suis une grande démocrate, c'est ce qui me caractérise le plus. Je dirais qu'avant même d'être une femme de droite, je suis une grande démocrate. Je veux gouverner Paris comme on gouverne la Suisse, avec des référendums réguliers, en faisant confiance au peuple. C'est ma vision des choses. Sarah Knafo, soyons concrets, parlons d'insécurité. Vous ambitionnez de faire de Paris une ville heureuse et donc une ville sûre. On va écouter Christelle qui, elle, se sent en insécurité en permanence dans les rues de la capitale. On l'écoute. Bonjour Christelle, toiletteuse canin, j'habite Paris et en tant que femme je me sens vraiment en insécurité surtout depuis une quinzaine d'années. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour que les choses changent et qu'on se sente en sécurité à Paris ? Alors, vous avez des propositions concrètes là-dessus, Sarah Knafo. Oui. Expliquez-nous notamment cette histoire de réverbère avec des lumières qui viendraient s'allumer en cas d'agression. Alors, première chose, doubler les effectifs de la police municipale, les passer à 8000 agents. Deuxième chose, armer les policiers municipaux. Vous savez qu'aujourd'hui, dans 80% des communes de France, la police municipale est armée, y compris dans des villes de gauche comme Bordeaux. Mais Madame Hidalgo a fait le choix irresponsable de ne pas armer la police municipale, ce qui fait des policiers des cibles et ce qui empêche les policiers de protéger les Parisiens comme ils devraient le faire. Aujourd'hui, la police municipale est employée pour aller contrôler les centimètres sur les terrasses, pour verbaliser les Parisiens, au lieu de faire leur vrai métier, ce pour lequel ils se sont engagés, à savoir protéger leurs concitoyens. Et j'ai un immense respect pour la police. Deuxième chose, je dis que ces policiers ils doivent être renforcés à l'aide de la technologie. Je veux, sur plusieurs domaines, qu'on mette la technologie au service de nos concitoyens. Sur la sécurité notamment, avec 2 mesures. La première, c'est de doter les caméras de surveillance de l'IA. C'est ce qu'on a fait pendant les Jeux Olympiques. Ça a très très bien marché. On l'a fait par dérogation. Je propose qu'on généralise cette dérogation à l'échelle de la ville de Paris. Ça fera une belle expérimentation et on s'apercevra que ce système est beaucoup plus respectueux des libertés publiques que le système actuel. La mesure maintenant sur les réverbères. Il s'agit de doter les réverbères parisiens, et d'ailleurs je fais une incise, de changer ces réverbères atroces qui nous ont été mis, vous savez, les tiges grises, de la les beauté changer par les réverbères iconiques de Paris avec cette lumière orangée magnifique. On mettra des LED d'ailleurs pour faire des économies d'énergie et pour protéger notre environnement. Et ensuite de doter ces réverbères iconiques du mobilier urbain de Paris de capteurs capable de reconnaître des sons parmi des millions, entraîner des millions de fois pour reconnaître par exemple le bruit, le cri d'une femme qui se fait agresser, le bruit du verre d'une voiture quand quelqu'un veut voler à l'intérieur, le bruit sur une fenêtre quand un cambrioleur veut s'attaquer à une maison. Il reconnaît ce bruit et dès lors qu'il le reconnaît, il éclaire soudain très fort la zone de l'agression. Et ce qu'on observe, il y a de multiples études qui le montrent, c'est que le facteur qui fait le plus fuir les agresseurs, c'est la lumière. Ils se sentent repérés, ils s'en vont. Ce capteur prévient la patrouille la plus proche, la patrouille arrive. Je pense qu'on pourra, alors peut-être pas tout résoudre, il ne faut pas survendre et faire des promesses qui auraient l'air d'être irréalistes. C'est tout le contraire, je veux être pragmatique. Combien de réverbères comme ça dans Paris ? 8000.
Il y a 8000 réverbères dans Paris, donc on les changera par le beau mobilier de Paris et on les équipera de capteurs IA. Voilà, des propositions concrètes, pardonnez-moi. C'est bien aussi qu'on rentre dans le détail, qu'on voit véritablement les tenants et aboutissants de votre programme. Alors, vous avez dit protéger les citoyens, mais aussi protéger et surtout les mineurs. C'est un défi de taille. C'est un énorme scandale, Sarah Knafo, celui des agressions sexuelles dans des écoles maternelles à Paris, dans la capitale, par des agents du périscolaire. Comment vous réagissez? Ça devient un sujet de la campagne là, de Paris. C'est atroce. La première des choses, quand on est mère de famille, c'est que ça nous touche profondément. Quand on voit ces animateurs qui sont recrutés avec quasiment aucune procédure, et vous avez eu des journalistes qui avaient tenté de piéger, d'ailleurs à la mairie, qui étaient venus pour s'inscrire comme animateurs, aucune vérification, on ne regarde pas s'ils ont le BAFA, on les prend, le lendemain ils sont directement au contact des enfants. C'est inadmissible. Vous avez une municipalité qui gouverne avec les Verts, qui nous parle de principe de précaution toute la journée. Vous parlez de complicité? Mais quand il s'agit de la prunelle de nos yeux, c'est-à-dire de nos enfants, là il n'y a plus de principe de précaution. On embauche n'importe qui, on laisse les enfants au contact de n'importe qui. C'est un scandale. Ce que je propose dans mon programme, il y a toute une batterie de mesures pour lutter contre ce fléau dans le périscolaire. La première des choses, et c'est l'évidence, c'est le b.a.-ba, c'est même fou de le dire et fou de savoir que c'est pas fait aujourd'hui, c'est de contrôler évidemment le casier judiciaire de chaque personne qui sera en contact des enfants et de contrôler régulièrement si cette personne est au fichier des agresseurs sexuels. Régulièrement, périodiquement. Première des choses. Deuxième chose, en qui est-ce qu'on a le plus confiance généralement quand il s'agit de la garde de ses enfants? Dans les parents et dans les grands-parents. Donc ce que je propose, c'est un grand plan d'embauche de grands-parents à Paris. Personne ne l'a fait, personne n'y a pensé, mais je pense que ça pourrait faire un complément de revenus pour les personnes retraitées aujourd'hui à Paris. Vous savez qu'il y a un enjeu de solitude pour les personnes âgées à Paris aussi. Je pense que contrôle, prévention, évidemment, vérification du fichier et éventuellement renvoi immédiat. Une personne qui a eu un comportement ne serait-ce que suspect, c'est le principe de précaution immédiat, c'est le renvoi de cette personne. Tout de suite. L'embauche des grands-parents, ça peut permettre une deuxième chose, c'est la transmission. Aujourd'hui, dans le périscolaire, vous avez de nombreux parents qui se plaignent. Vous avez parfois des personnels alcoolisés. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais rendre hommage à un documentaire de Cache Investigation qui a montré ça. C'est le moment où jamais aller. Parfois, quand ça arrive, ça arrive. Quand c'est pas Bernard Arnault, alors parfois, il trouve des sujets qui sont pour le coup vraiment intéressants pour nos compatriotes. Donc là, il nous montre des cas d'alcoolisation parmi les animateurs, de personnes qui ne parlent même pas notre langue. C'est fou, c'est aberrant. Passer par les grands-parents, ce sera aussi un gage de transmission. Moi, j'aimerais que nos enfants apprennent aussi l'histoire de France dans le périscolaire. Il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ce système? Quand un système est travesti comme on le voit aujourd'hui, c'est ce système qu'il faut changer, pas mettre nos enfants en danger. 21h32. Tout à fait. Sur CNews et Europe 1, on va continuer à interroger votre vision, votre projet au-delà de Paris et de la capitale, Sarah Knafo. Mais ce que vous dites évidemment sur Paris vaut, j'imagine, pour la France. Il y a une continuité logique et on interroge votre faisabilité. Vous faites montre de beaucoup de volontarisme pour faire bouger les choses. Alors, comment vous réagissez par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps avec nos paysans, nos agriculteurs en grande détresse et puis évidemment la validation du traité du Mercosur? La justice européenne a été saisie. Malgré tout, il est tout à fait possible qu'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission europééenne, s'assoie, pardonnez-moi, je ne vois pas d'autres mots, sur le Parlement européen. Est-ce que ce serait dans ce cas-là une sorte de déni démocratique? Je crois que la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a même parlé de viol démocratique, a-t-elle dit? Tout à fait. Ce serait un déni démocratique. On n'en serait pas à la première fois avec Madame von der Leyen. Elle a l'habitude. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que les plus européistes de tous qui nous parlent en permanence de démocratie européenne sont ceux qui ne respectent jamais le Parlement européen. Je siège au Parlement européen, je représente les agriculteurs français au Parlement européen. Je me suis opposée au Mercosur toute l'année pour de bonnes raisons. Ce me semble, on pourra en parler. Et aujourd'hui, on a obtenu une petite victoire, un premier pas, avec un sursis, si vous voulez, une toute petite victoire, mais il vaut toujours mieux ça que rien, il vaut toujours mieux un petit pas qu'un recul, donc c'est une petite victoire. On voit aussi le peu de crédit qui est accordé à la parole de la France. Quand vous avez Emmanuel Macron qui, juste avant Noël, disait qu'il était opposé corps et âme à ce traité du Mercosur. Il n'a pas réussi à cette époque-là à rameuter, pardonnez-moi le mot, d'autres pays, dont notamment l'Italie de Giorgia Meloni. Puis elle a négocié, elle a eu ce qu'elle voulait. Quelle preuve qu'Emmanuel Macron parle beaucoup, forchure, les lunettes de soleil. Et puis à la fin, quoi? Aucun résultat. C'est très bien de faire des trends sur TikTok. Moi aussi, j'aime bien, je sais faire.
Mais à la fin, Mais que on feriez-vous veut à sa place du résultat. si vous n'obtenez pas gain de cause sur le Mercosur ou d'autres sujets? Est-ce que vous pourriez franchir le Rubicon et vous dites, écoutez, dans ce cas-là, on quitte la table, on sort de l'Union européenne? Alors, première partie de votre phrase, on quitte la table, oui. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle. La politique de la chaise vide, c'est quitter la table. Dire, on va mettre tout le poids Autre époque, de autre la puissance France. de la France. Aujourd'hui, quel est le poids? Combien de divisions? D'abord, vous avez entièrement raison. Le sujet commence au discrédit de la France sur la scène internationale. Et c'est pour ça que je parlais d'Emmanuel Macron et de sa parole qui ne vaut plus rien. Quand on est l'homme malade de l'Europe, quand on a laissé filer nos finances publiques quand on l'a fait, quand on est le pays qui continue d'accueillir une immigration de manière aussi laxiste, alors que tous les pays autour de nous se réveillent, presque tous en tout cas, même la gauche social-démocrate danoise, on l'a dit, mais aussi la Suède, évidemment, la Hongrie, les pays de l'Est, on le sait depuis longtemps, mais aujourd'hui l'Allemagne qui veut fermer ses frontières aux migrants, et la France qui est le seul pays qui continue en permanence. Donc évidemment qu'on n'est pas crédible. Il y a une forme de laisser-aller en France. C'est ce qui me choque le plus, se laisser aller. On a le sentiment que rien n'est grave. Et alors chaque président se refile la patate chaude. Ce sera l'autre qui fera ça après moi. Vous savez, Macron, ce qui l'inquiète, et on l'a vu depuis le 7 octobre, lui, il se dit, je veux pas être le président sous lequel commence la guerre civile. C'est tout ce qui se dit. Vous croyez que c'est sa seule Mais- boussole? Ah oui, Et sur donc les l'immigration. intérêts de la France, vous il vous n'y pense souvenez pas que sous l'aune de son vous propre souvenez- intérêt, son Vous vous maintien au souvenez pouvoir? vous vous souvenez de la marche contre l'antisémitisme? Oui. Vous vous souvenez de Yacine Bellatar, cette Oui, tout à humoriste fait. des banlieues, qui lui a dit il ne faut pas y aller. Si vous y allez, vous allez mettre les banlieues à feu et à sang. Et Emmanuel Macron qui a cédé sur ça. C'est pas un immense symbole? C'est-à-dire qu'il se dit aujourd'hui, c'est la phrase de Churchill, vous vous en souvenez, il dit vous aviez à choisir entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur, vous aurez quand même la guerre. Mais C'est pardonnez-moi, terrible. et si Il vous faut aviez vite à changer de choisir président. entre rester... Parce que moi, tout ce que je veux éviter, c'est la guerre civile pour Si mon pays. C'est l'essentiel. Et je pense qu'Emmanuel Vous Macron pensez se qu'elle dit, peut arriver? si on ne fait rien, si on ne fait rien, on y va tout droit, mais on va tout faire pour et ça n'arrivera pas. C'est Une guerre l'objectif. civile entre qui et qui? C'est l'objectif. Forcément, Malheureusement, entre Français. entre des gens qui nous détestent et qui nous tirent dessus à la moindre occasion. Mm. Quand vous regardez, même après un match de foot sur les Champs-Élysées, si on revient au sujet de Paris, vous avez des commissaires de police qui me racontent, on voit toujours les mêmes. Échéance après échéance. Un match du PSG, c'est les mêmes. Le 14 juillet, on retrouve les mêmes. Le 31 décembre, les mêmes. Et cette forme de laisser-aller sans nom, on n'enferme Alors. personne, on les retrouve. Évidemment que si on continue avec ce court-termisme, à savoir, je veux pas que ce soit, je sais qu'il y a une poudrière, mais je veux pas être celui qui va mettre l'allumette. Ils pensent tous comme ça. Les préfets, les ministres de l'Intérieur, le président de la République. Alors, ça Moi, j'ai reste pas à un vous. raisonnement court-termiste. Je pense à mes enfants, je pense à nos petits-enfants, j'en ai pas encore des petits-enfants, mais je pense à l'avenir de notre pays et je me dis on n'a pas le droit d'être court-termiste. Alors si je dois prendre des risques moi-même, si Éric Zemmour doit prendre des risques lui-même pour réussir à faire qu'on bien. évite ce destin funeste, on les prend. Et c'est ce Écoutons, qu'on fait tous les jours. on revient à la question que vous a posée Sonia sur le Frexit. Vous n'avez pas répondu. Philippe de Villiers en a parlé il y a très récemment sur notre antenne. Lui, il dit les choses clairement. Écoutons Alix, qui justement vous pose une question à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Alix, je suis administratrice de vente dans une galerie de mobilier d'art et j'aimerais vous poser comme question, est-ce que vous êtes pour ou contre le Frexit? Parce que se battre au sein du Parlement européen, c'est bien, mais ça n'a pas l'air de servir à grand-chose quand c'est la Commission qui décide tout. Alors, votre réponse? Alors, je suis contre le Frexit, mais ça n'est pas du tout un tabou pour moi. Première chose. Si on commence la négociation le jour où on est à la tête de l'État français, en disant que quoi qu'il arrive, on restera, quoi qu'on nous fasse, même si on nous crache dessus, on devient des serpillères. Donc je ne pense pas que ça doit être un tabou. Mon premier engagement politique, je vous l'ai dit, c'était à l'UMP, et c'était un engagement souverainiste. J'ai cité Marie-France Garot, j'aurais pu citer Henri Guénaud et tant d'autres qui ont contribué à ma formation intellectuelle. J'étais au sein d'une association à Sciences Po qui s'appelle Critique de la raison européenne. Donc ma pensée souverainiste s'est construite à ce moment-là, et ça a été parmi mes premiers combats. Aujourd'hui, j'en ai de nombreux autres, mais ça a été parmi mes premiers combats. Aujourd'hui, donc vous avez changé d'avis? Non, pas du tout. Souverainiste, ça ne veut pas dire frexiteur. Non. On peut être souverainiste, attaché à la souveraineté de la France et se demander comment protéger, comment assurer, comment garantir la souveraineté de la vous France. Vous dites que ce n'est plus un tout en tabou, profitant. c'est-à-dire que vous pourriez le garder dans un éventail de menaces? Ça ne doit jamais être un tabou. Il n'y a aucune décision nationale qui ne doit être publiquement affirmée comme étant un tabou, sinon on ne vous respecte pas. C'est un outil de Permettez-moi de négociation. vous poser une question. Tout à l'heure, vous m'avez dit que votre baguette magique, c'est le peuple. Vous pourriez poser la question au peuple français? Absolument. Et s'il répondait oui, il faut sortir, que feriez-vous? Le peuple français est souverain, par Donc, définition. on lui a déjà fait le coup en Ce que je 2005. propose, hein, Vous avez peuple raison, et ça a français. été une telle blessure Donc, on s'en démocratique que je suggère que plus personne ne retente ça. D'ailleurs, depuis, on n'a plus eu un seul référendum.
énorme blessure démocratique et qui, pour le coup, je pense, contribue de beaucoup à la défiance que les Français ont à l'égard des politiques. Donc sur cette question, il ne faut pas de tabou, sinon vous ne pouvez pas négocier d'égal à égal. Moi, ce que je propose, c'est d'abord de tenter ce que personne n'a jamais tenté, à savoir mettre la parole de la France au devant et de dire à partir de maintenant, sur 2 ou 3 sujets, je pourrais les citer, qu'on considère être d'intérêt vital pour la France. C'est soit, vous imaginez, la politique industrielle, la politique énergétique, évidemment l'agriculture et le sujet migratoire. Sur ces sujets, si l'Union européenne ne change pas immédiatement ces traités, alors la France prévient que dans 2 mois, nous violerons ces traités. Nous ne les respecterons pas. Et là, je reprends votre question, l'Union européenne, combien de divisions? Est-ce qu'ils vont nous attaquer? Est-ce qu'ils vont nous empêcher demain, si la France décide souverainement de mettre ses CRS aux frontières? Est-ce que c'est l'Union européenne qui va nous envoyer qui? Des casques bleus? Donc à partir de maintenant, de dire à l'Union européenne, vous avez 2 mois pour modifier ces traités. Parce que la signature de la France compte, parce que nous aussi on veut s'inscrire dans l'état de droit. Mais si vous ne respectez pas notre volonté, à échéance 2 mois, vous êtes prévenus d'avance. C'est vous qui aurez participé à la rupture du contrat initial de l'Union européenne. Et je peux vous dire encore une fois, comme sur l'Algérie, que vous n'aurez même pas besoin de mettre en œuvre cette menace parce que la Commission européenne sait très bien que si la France commence, c'est le délitement de toute l'Union européenne. La France a jusqu'ici toujours été le bon élève de l'Union européenne. La faillotte, si on parlait de façon triviale, celle qui veut toujours mieux faire que les autres. Si demain on dit à partir de maintenant c'est terminé. C'est le cœur du réacteur européen. Exactement, voilà, c'est pour ça. Donc si demain la France commence à dire nous ne respecterons plus ça, je peux prendre le pari, mais à partir de là, il faudra avoir plus aucun tabou, que la Commission européenne dira très bien, on se remet à la table de négociation. Il nous reste 11 minutes, donc on a encore beaucoup de choses à évoquer avec vous, notamment la question de l'union des droites. Vous en parlez énormément. Quel serait pour vous le périmètre idéal de cette union que personne ne veut en réalité à part vous? Merci de le signaler. J'espère que demain, les autres le voudront, parce qu'à mes yeux, c'est le sens de l'histoire. On ne peut pas gagner sans ça. L'objectif, c'est sauver la France, c'est redresser le pays. Et l'union des droites est un moyen vers ce but. Il ne faut pas confondre le moyen avec l'objectif. L'objectif, c'est le redressement du pays. Aujourd'hui, le moyen que je vois pour qu'on réussisse à gagner, et c'est pour ça que je vous répondais sur les attaques de mes concurrents, que je n'y répondrai pas, et que je ne veux pas m'abaisser à des combats de rue, parce qu'on aura tous besoin les uns des autres. Et que des gens qui ont beaucoup trop d'orgueil qui vous diront mais le en contraire. même temps, on aura tous besoin les uns des autres. En même temps, ça ira de qui à qui, en fait? Ça va de tous ceux qui veulent à la fois moins d'impôts, moins de dépenses de l'État, moins d'immigration et plus de sécurité. Il y a tout le monde là. Je pense il devrait y avoir tout le monde. Moi, il y a des gens qui m'attaquent parce que je propose moins d'impôts et qui trouvent que c'est pas juste, que ça fait candidat des riches. Vous les avez peut-être entendus aussi sur vos plateaux, des gens vous dire ça à mon sujet. Je me souviens d'ailleurs, Sonia Mabrouk, qu'on l'avait évoqué. Les gens m'attaquent parce que je veux moins d'impôts. Bon, j'espère que demain, la droite tout entière entendra raison sur ces sujets et qu'on arrivera à se coaliser largement. Parmi tous les autres concurrents, j'estime qu'avec Éric Zemmour, nous sommes ceux qui avons le meilleur discours. Et sinon, on ne se présenterait pas. On se contenterait de voter les uns pour les autres. Vous avez le monopole du projet le plus complet, le monopole du meilleur discours. Vous n'avez pas le monopole de l'humilité, si je peux me permettre. Si on ne le pense pas, Sonia Mabrouk, si on ne fait pas de la politique avec tout son cœur et avec ses convictions. Je vous pose la question sincèrement. Depuis le début de cet entretien, vous faites quelque part aussi l'éloge de l'efficacité et donc de la radicalité au sens noble du terme. Et pourtant, vous êtes prête à vous allier dans cette union des droites, comme l'a dit Laurence, à certaines personnalités qui elles-mêmes sont arrimées à la Macronie, dont vous n'avez cessé depuis le début de cette émission de dénoncer, de fustiger la mollesse, etc. Comment vous expliquez une telle opposition? Première chose, je fais surtout l'éloge du pragmatisme. Et le pragmatisme aujourd'hui, sur de nombreux sujets, c'est d'avoir des mesures qui sont en effet radicales. Vous savez pourquoi? On peut être pragmatique et radical. Tout à fait. Aujourd'hui, la radicalité des mesures, malheureusement, n'est que la contrepartie du temps qu'on a perdu. Si on n'avait pas perdu tant de temps, il y aurait eu des remèdes simples qui auraient pu nous guérir. On aurait pris du Doliprane. Mais le temps était perdu. Certains disent parce que Marine Le Pen avait appelé l'UMPS. Et vous êtes quelque part en train de nous dire oui, c'est une union des droites avec les centristes. Ce que je vous dis, c'est pas mal. Ce que je vous dis, et alors vous pensez que c'est un manque d'humilité. Moi, je vous dis juste, c'est beaucoup de travail. Je fais mon maximum pour essayer de proposer les meilleures choses. C'est pas du tout un manque d'humilité. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je travaille énormément. Je vous en veux pas du tout. Mais je travaille énormément pour proposer ce que je considère être la meilleure offre. Et heureusement. Et sinon, je serais pas là. Je me contenterais de voter et je ferais plein d'autres choses. J'ai 1000 passions. Ce que je vous dis, c'est que je respecte à la fin des fins le choix des électeurs. Donc, s'ils décidaient, par malheur, de mettre quelqu'un d'autre que moi en tête, je serais constructive par respect pour eux.
en considérant que toutes les forces doivent s'additionner, et je serai toujours là pour faire respecter mon programme. Demain, au Conseil de Paris, je ne serai pas seule. On aura besoin des voix de tout le monde. C'est ça qu'on Et n'arrive je pas à serai comprendre avec Laurence. toujours là. C'est-à-dire que vous faire respecter acceptez nos une union programmes. des droites qui est certes demandée par beaucoup de sympathisants, mais par exemple, pour une primaire, vous seriez prête, alors si je ne sais pas, Édouard Philippe ou quelqu'un d'autre gagne, finalement à le soutenir et donc à diluer vos idées dans son projet ou son programme. Je vous ai dit que j'étais pragmatique. Quand on est pragmatique, moi j'adorerais qu'on fasse 100% tout seul. Ce serait formidable. S'il y avait 100% des Français qui demain votaient pour moi à Paris, votaient pour Éric Zemmour à l'échelle de la France, je vous dirais pas d'union. Les Français ont tranché, ils veulent qu'on soit majoritaire et notre ligne est majoritaire. Mais il faut être pragmatique, il faut regarder. Je vois manifestement que des Français aiment aussi d'autres lignes. Et c'est bien normal, on peut avoir des sensibilités différentes, sinon ce serait plus la démocratie. Je ne vous dis pas que notre discours peut rassembler l'unanimité du peuple français. J'ai la prétention de dire qu'il peut rassembler une majorité, mais il y aura toujours d'autres lignes qui devront exister. C'est le respect que j'ai de mes adversaires. Et je considère qu'il faut additionner les forces pour gagner. J'espère, et je vais me battre pour ça, que ce sera ma ligne à Paris qui aura le leadership. Et une fois que c'est ma ligne qui aura le leadership, je serai tout à fait prête à tendre la main aux autres et à respecter certaines de leurs mesures. Y compris le Rassemblement national, qui pourrait être votre allié naturel. Y compris. Mais qui ne l'est pas, évidemment. On sait qu'il y Marseille, a un gouffre entre à Marseille, vous, vous avez notamment sur le peut-être programme vu économique. qu'on a su être constructif et que notre responsable, Jean-Marc Grafféo, a rejoint avec Reconquête la liste de Franck Alizio parce qu'on veut gagner Marseille. Parce que l'enjeu est trop grave, parce qu'il y a la France à son mise en face, qu'il y a un risque que la gauche gagne encore Marseille. Et donc nous, on dit, là, on sait être constructif, on sait faire cette union. Avec Benoît de Boisson, notre candidat à Bourg-en-Bresse, on a aussi réussi à avoir sur notre liste des candidats de Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard, d'autres des Républicains. Et donc on essaye, je pense qu'aujourd'hui, dans cette élection, Reconquête est l'acteur de l'union des droites. C'est ce qu'on fait partout en France. J'espère qu'on le fera à Paris. Et pourtant, quand on lit attentivement le livre de Marion Maréchal, intitulé Si tu te sens Le Pen, eh bien, elle revient sur l'épisode où elle a voulu épargner, en tous les cas ne pas attaquer frontalement le RN et notamment Jordan Bardella. Et ça a été une stratégie totalement inverse de la part d'Éric Zemmour et je suppose également la vôtre. Comment vous expliquez alors ce hiatus ? On peut faire des livres pour ressasser le passé. Mais aujourd'hui, je mène une campagne d'avenir. Oui, mais pardonnez-moi, vous n'avez pas heureuse. changé entre la dernière élection et celle-ci. Pourquoi la dernière élection, il fallait ne pas épargner Jordan Bardella et maintenant, avec le RN, c'est possible de discuter ? Alors, première chose, l'union, ça n'est pas d'épargner tel ou tel. La démocratie, c'est l'opposition, c'est le débat public, c'est la contradiction quand il y a des lignes différentes. Quand le RN vote main dans la main avec LFI des impôts, vous voudriez que je vienne à votre antenne et que j'applaudisse ? Et que je vous dise c'est formidable, bravo Monsieur Tanguy, bravo Marine Le Pen ? Pas du tout. J'ai des convictions, elles sont fortes. Donc main dans la main ? Main dans la main. Ah oui, on peut citer la taxe sur les Français qui vivent à l'étranger, main dans la main en commission, voter et applaudir tous elle peut ensemble. être défendue, cette taxe. Vous êtes d'accord ? Ah non, elle ne peut pas du tout. Aucune taxe ne peut être défendue pour vous ? Aucune taxe ne peut être Même défendue. si c'est pour lutter contre une suroptimisation ? Non, la taxe, ça ne sert pas à lutter contre la suroptimisation. Si on parle de la taxe sur les multinationales, si on change de sujet, la taxe sur les multinationales, elle ne vise pas à lutter contre la fraude. C'est le fisc qui lutte contre la fraude. La fraude, c'est quelque chose d'illégal. Donc vous luttez avec la loi. En revanche, la taxe sur les multinationales, elle visait à imposer aussi nos entreprises internationales. Dassault, Thales, qui exportent à l'étranger. Ce que disait cette taxe, c'est que dès lors que vous aviez un bénéfice supérieur à l'international qu'en France, alors on considérait que vous étiez presque par définition un fraudeur. Vous savez que c'est LFI qui a rédigé ça. Moi, j'ai lu l'exposé des motifs parce que pour le coup, les finances publiques, c'est quand même un peu ma passion. J'ai lu l'exposé des motifs. Il citait le collectif Attaque, un collectif anticapitaliste. Et le RN vote ça. Sincèrement, c'est inadmissible, inacceptable. Ils ont déçu la majorité des entrepreneurs de France. Heureusement que ça va être vos partenaires bientôt dans une union des droites. À vous entendre, ça commence difficilement. Est-ce que vous êtes favorable, est-ce que vous souhaitez que Marine Le Pen puisse être candidate ? Ça, je vais répondre. Est-ce que je sais choisir le moindre mal lors des seconds tours ? La réponse est oui. Je vous ai dit, je suis pragmatique. Mais est-ce que je veux me battre pour qu'on ait mieux que le moindre mal ? Est-ce qu'on mérite mieux que le mieux que rien ? La réponse est aussi oui. Et sur Marine Le Pen ? Donc je saurais choisir le moindre mal si c'était un jour le Rassemblement national, mais je me battrais pour imposer plutôt le bien commun, que le moindre mal. Marine Le Pen, vous souhaitez qu'elle soit candidate ? Pour la démocratie, oui. Manifestement, vous parliez des juges tout à l'heure, ce serait eux qui pourraient décider de l'élection de 2027 ? Ça me choque beaucoup. Ce qui me choque beaucoup, et je vous l'ai dit, c'est le pouvoir que les politiciens ont laissé aux juges.
parce que cette loi, elle existe. Les juges ne l'ont pas inventée. Ils n'ont pas braqué le pouvoir. C'est le législateur qui lui a donné ce pouvoir. Ça me choque beaucoup dans l'idéologie qui a été celle des politiciens année après année. Je vous ai beaucoup parlé de la Suisse. La Suisse, en 2007, a aboli les peines d'inéligibilité. Parce qu'elle considère, ce pays magnifique, ce pays magnifiquement démocratique, que c'est au peuple de décider si un politique mérite ou non d'être élu. Quels que soient les méfaits qu'il a commis. C'est le peuple qui doit décider si à la fin des fins, les méfaits le disqualifient, oui ou non. Donc j'aimerais que ce soit les Français qui puissent dire si un détournement d'argent public mérite ou non de disqualifier une personnalité publique, mais sûrement pas la justice. Après, ils ont respecté la loi, il faut le dire. Mais j'en parle de manière absolue. Et qui sera le candidat Reconquête face à Marine Le Pen si elle se présente? Ce sera Éric Zemmour ou vous? Alors, je ne sais pas si ce sera Marine Le Pen, mais c'est Éric Zemmour qui est le candidat naturel de Reconquête. Et, je le redis, je n'ai pas envie d'annoncer sa candidature à sa place, parce que contrairement à M. Bertrand, Éric Zemmour ne va pas annoncer sa candidature tous les 4 matins. Il le fera à son rythme quand il l'aura décidé. Alors, pour prendre la question différemment, est-ce qu'après le slogan « Une ville heureuse », votre slogan pour la présidentielle sera « Un pays heureux » ? Alors, je ne vais pas non plus décider de son slogan à sa place. Moi, je parlais du vôtre. En tout cas, sachez que nous aurons toujours en tête l'idée, l'idéal, le but de rendre nos compatriotes heureux. À la fin des fins, s'il y a bien une obligation de résultat qui doit incomber à la politique, c'est de rendre nos compatriotes heureux. Et il faut qu'on sorte de cette ère où pendant trop longtemps les décisions publiques nous ont rendus si malheureux. C'est mon objectif aujourd'hui, c'est la campagne que je mène à Paris. Le 15 et 22 mars, je propose aux Parisiens de faire de leur ville une ville heureuse. Terminons sur une note positive. Boualem Sansal, qui a été élu à l'Académie, évidemment. J'imagine que c'est quelque chose qui vous touche et que vous saluez. Absolument, c'est magnifique. C'est la revanche de la vie sur la dictature, sur cet enfermement. Qui l'eût cru il y a quelques mois, quand vous étiez parmi les rares sur CNews à vous battre pour la liberté de Boualem Sansal. Et nous nous battons pour celle de Christophe Glaise, notre confrère. Et je vous en félicite. Qui l'eût cru qu'on en serait aujourd'hui à le féliciter de devenir un académicien? Quelle revanche magnifique de la liberté. Boualem Sansal qui a beaucoup écrit sur la France, sur la question « Qu'est-ce qu'être français ?» Si on vous posait la question, il nous reste 1 minute comme pour un apologue, qu'est-ce qu'être français? Que répondrait Sarah Knafo avec votre parcours, vos origines, vos ascendances et tout ce qui vous constitue? Être français, c'est admirer l'histoire de ce pays magnifique, c'est en aimer sa langue, sa culture, son mode de vie. C'est se reconnaître dans les chansons magnifiques de Jean Ferrat qui chante Ma France, lui aussi, qui venait d'ailleurs et qui est un Français sublime au point même qu'on en oublie ses origines. C'est d'ailleurs ne pas faire de ses origines un argument politique. Et c'est ce que je n'apprécie pas parfois chez certains autres politiciens, c'est de se reconnaître dans ce peuple magnifique, ce peuple historique français qui est là depuis 1000 ans, comme l'a dit Éric Zemmour dans une tirade bien connue, et qui a eu la grandeur d'âme d'en accueillir d'autres qui doivent se sentir redevables à l'égard de ce peuple magnifique. Merci beaucoup, Sarah Knafo. Merci, Sarah Knafo. Cette émission est passée très vite. Merci beaucoup. Merci, ma chère Sonia. Un bonheur de travailler à vos côtés dans cette émission. Partagez. Bonne soirée à vous, Merci à vous, mesdames. à nos amis auditeurs et téléspectateurs.